Et ce qu'on a voulu avec ça, en fait, c'était vraiment d'avoir dans un référentiel d'inertie la somme des forces, dans un référentiel justement non inertiel ou accéléré, on voulait avoir cette égalité-là, qui est très utile pour les calculs. Mais donc, on voyait bien que, même si la somme des forces était égale à 0, donc égale à 0 ici, ici c'était pas égal à 0. Il y avait une accélération, dans le premier exemple, avec la table et la balle, elle allait vers la droite. Et donc, pour contrer ça, on va dire que dans un référentiel non inertiel, la somme des forces extérieures plus la somme des forces d'inertie est égale à la masse fois l'accélération. Et c'est justement grâce à ces forces qu'on a inventées qu'on va avoir l'égalité qui est vérifiée. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça représente visuellement et réellement ces forces-là, on va un petit peu voir l'aspect mathématique. On va vraiment calculer les valeurs de ces forces-là. Donc pour ça, on va juste établir quelques notions de base. Imaginez qu'on a notre référentiel ici inertiel, donc un référentiel qui ne subit pas de force. On va nommer les axes ici x2, x1 et x3. Et notre référentiel justement non inertiel, ici, on va l'appeler y1, y2, y3. L'origine ici ça va être A, et l'origine ici ça va être O. Et donc on veut étudier le mouvement d'un point P, qui a une certaine masse ici, une masse M, et le point c'est P. Donc on veut étudier le mouvement de P dans le référentiel inertiel. Donc on va juste établir les noms. On va dire que la position absolue, le référentiel absolu, c'est le référentiel inertiel, et la position relative, ça va être la position selon le référentiel non inertiel. Donc en gros, si on veut trouver le vecteur OP, c'est juste OA plus AP. Et donc, en gros ici, c'est le vecteur position absolue du point P, qui est égal à OA, qui est le vecteur position absolue du point A, c'est toujours ici selon le référentiel inertiel, plus ici le vecteur position relative du point P. AP, c'est vraiment la distance entre A et P, donc entre le référentiel relatif et le point P. Donc on a cette relation. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on veut que dans le référentiel rose, là, le référentiel accéléré, ou non inertiel, hein, j'ai dit c'est pareil, on veut que la somme des forces extérieures et inertielles soit égale à masse fois l'accélération. Et donc l'accélération ici c'est vraiment l'accélération relative. Donc égale à la masse fois l'accélération relative du point P. C'est la même chose ça. Donc on veut trouver tout ça. Et c'est en trouvant tout ça qu'on va trouver les valeurs des forces d'inertie. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment de dériver cette expression jusqu'à avoir l'accélération relative de P, donc la double dérivée de ça. Donc on va commencer, on va dériver. Déjà sur un côté, on va se poser un petit peu les dérivés des vecteurs unitaires de chacun des repères. Donc on a xi chapeau point égale à 0, parce que là ça bouge pas. On sait bien que la dérivée d'un vecteur unitaire ici c'est une constante, et donc ça va être égal à 0. Par contre, là, imaginez que le repère rose ici subisse un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Donc selon un vecteur oméga, il va tourner selon ça, donc il va faire comme ça. Il va faire comme ça, il va bouger comme ça le repère rose. Donc les dérivés des vecteurs unitaires du repère relatif, ça va pas être 0, parce qu'il y a un changement dû à une rotation. Et ça on sait que c'est égal juste au vecteur rotation cross yi chapeau. Si vous voulez une vidéo sur un petit peu les dérivés des vecteurs unitaires, un petit peu quand il y a des rotations, vous me le dites, hein, c'est pas compliqué. Mais là, on va dire que on sait ça. Donc voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dériver en utilisant tout ça. Donc c'est quoi la dérivée de la position absolue du point P? Eh ben, c'est juste la vitesse absolue du point P. Ça c'est normal, c'est n'importe quel point qui est étudié dans un référentiel d'inertie.
c'est vrai ça. Et c'est quoi la dérivée du vecteur position absolue du point A? Bah, c'est juste la vitesse absolue du point A. Par contre, ça se complique quand on vient ici. Donc c'est quoi la dérivée de ça? Donc on va faire de la place pour voir c'est quoi la dérivée de ce qu'on veut là. On veut la dérivée de ça. Mais comment on fait? Déjà, il faut voir ce que c'est. Ça, c'est juste les composantes de R fois les vecteurs unitaires. Et on veut dériver tout ça. Donc tout ça, point. Comment on dérive tout ça? Bah, c'est juste une dérivée de produit. On va faire cette dérivée-là fois ça. Bah, ici, il y a des chapeaux, hein. Plus ça fois la dérivée de tout ça. Donc ça, à la fin, ça va juste nous donner, d'un côté, la vitesse relative du point P, et d'un autre côté, on aura le vecteur vitesse angulaire cross la position relative de RP. Pourquoi? Parce que la vitesse relative du point P, c'est juste la dérivée de ça fois le vecteur unitaire. C'est la dérivée de la position, c'est la vitesse, et ici, on laisse comme ça. Donc ça reste la vitesse normale. Par contre, quand on dérive ça, bon ça va rester la position, donc ça reste la position, et ça va devenir pour chacune des composantes ça. Donc par exemple, y1 chapeau va devenir oméga cross y1. y2 chapeau va devenir oméga cross y2 chapeau, etc. Et c'est pour ça qu'on a justement ce oméga qui vient utiliser un produit vectoriel ici. Donc, maintenant qu'on a la vitesse, il faut continuer. Là, ça va être un peu plus long, mais c'est la dernière étape. Donc, l'accélération absolue du point P, ça va être égal à la dérivée de la vitesse absolue du point A, donc l'accélération absolue du point A, plus là, c'est le même procédé que pour dériver ça. On aura d'un côté l'accélération relative du point P, plus oméga cross la vitesse relative du point P, plus, ici ça va être un peu plus loin à dériver parce qu'on a trois composantes en fait, là vu qu'il y en a deux là-dedans. Ici on va dériver tout ça, d'abord d'un côté on aura oméga point cross le vecteur position relative de P, plus oméga cross, là ça va être pareil que pour ici, hein. En gros ça va être oméga cross ce qu'on avait trouvé ici, donc vitesse relative de P plus oméga cross position relative de P. Et en développant tout ça, on va obtenir notre formule finale qui nous dit que l'accélération absolue de P, je vais les réécrire là pour que ça soit plus compréhensible, sera égale à l'accélération absolue du point A plus l'accélération relative du point P plus 2 fois oméga cross le vecteur position relatif, parce qu'ici on l'a une fois, et ici on l'a une deuxième fois, plus oméga cross vecteur position relatif, et on a le dernier terme qui est plus oméga point cross vecteur position relative. Et là on a toutes nos accélérations. Bon, par contre j'ai fait une erreur, là c'est pas le vecteur position, je me suis trompé, hein. Vous l'aurez sûrement remarqué, là c'est le vecteur vitesse relatif. Donc là ici on va décortiquer un peu tout ça pour voir quelles forces correspondent aux forces qu'on a trouvées en haut et un petit peu pourquoi. Donc on va commencer par ce terme-là, qui est la force de Coriolis. Pourquoi? Parce qu'on a ici notre vecteur vitesse angulaire, et ici notre vecteur vitesse qui va comme ça. Et bien dans ce cas-là, la force de Coriolis, elle va aller dans ce sens-là. Elle va être à la fois perpendiculaire à ce vecteur-là et à ce vecteur-là. Donc elle va aller soit comme ça, en dépendant de la vitesse et de oméga. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Après, on aura ça, qui est juste la force centrifuge. Pourquoi? Parce que ce vecteur-là, il est perpendiculaire à la fois au vecteur position et au vecteur oméga. Donc ici, si on a
notre vecteur position ici, et notre vecteur oméga ici, et ben ça sera quelque part par ici. Mais si on refait le vecteur qui est perpendiculaire à la fois à ça et à oméga, on aura de nouveau le vecteur position. Et donc on a bien vu que la force centrifuge allait dans la direction du vecteur position. Donc c'est bien la force centrifuge. Puis d'ailleurs j'ai oublié celle-là, j'ai oublié celle-là qui est juste l'accélération du point A, donc la force de translation. C'est juste une accélération toute simple qui définit un petit peu le mouvement du repère. Et finalement on a ça c'est clairement la force de l'air, pourquoi? Parce que ça dépend de la dérivée du vecteur vitesse angulaire. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Ça, on sait que c'est la force, enfin l'accélération de translation. Ça c'est l'accélération de Coriolis. Ça, c'est l'accélération centripète. Et ça, c'est l'accélération de l'air. Donc voilà, maintenant on va juste trouver les forces, et on va prouver que c'est bien égal à la masse fois l'accélération comme on voulait. On va juste faire un peu plus d'espace là en haut pour faire tout ça. Et juste après, on aura terminé. Parfait. Donc ce qu'on veut, c'est trouver la masse fois l'accélération absolue. Non, la masse fois l'accélération relative. Donc on veut isoler ce terme-là. Donc, on va tout multiplier par la masse, ça va être plus simple. Donc on aura la masse fois l'accélération relative de P, qui est égale à la masse fois l'accélération absolue de P, moins la masse fois l'accélération absolue de A, moins la masse fois l'accélération de Coriolis, moins la masse fois l'accélération centripète, moins la masse fois l'accélération de l'air. Et donc en réaccommodant tout ça, on aura ça. Donc ce qu'on veut trouver, la masse fois l'accélération relative de P, qui est égale à la masse fois l'accélération absolue de P, plus la force de translation, plus la force de Coriolis, plus la force centrifuge, plus la force de l'air. Là, on va mettre des plus parce que, bon, je n'ai pas montré explicitement comment ça se passait, mais dans le premier exemple, on voyait bien que la force de translation, elle allait dans le sens opposé de l'accélération qu'on mettait. Rappelez-vous la table qu'on tirait vers la gauche, et ben la balle, elle allait vers la droite, selon la table. Donc il y a toujours un signe moins, et c'est pareil pour toutes les forces. Donc voilà, ça c'est les 4 forces d'inertie qu'on a vues. Donc là on a juste masse fois l'accélération, qui est égale, bon, ça, comme c'est dans un référentiel d'inertie, on sait que c'est égal à la somme des forces extérieures, dans le référentiel d'inertie, toujours, plus la somme des forces d'inertie. Et donc là, on a exactement ce qu'on voulait. On voulait trouver la relation de la deuxième loi de Newton dans un référentiel accéléré. Et on a bien trouvé que la masse fois l'accélération dans un référentiel non inertiel est juste égale à la somme de toutes les forces, sauf qu'il y a aussi les forces d'inertie qu'on a inventées pour compenser tout ça, et les forces extérieures qui peuvent être le poids, la tension, la réaction normale, etc. Et donc on a trouvé la forme générale, et on a trouvé comment utiliser un référentiel non inertiel et comment le transformer pour l'utiliser comme un référentiel inertiel.